Cette tempête politique en Allemagne, après la divulgation par la Russie de conversations secrètes, que révèle-t-elle en réalité? On va parler avec vous, Général Gomard. Merci d'être avec nous, ancien chef du renseignement militaire, auteur de Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. Avec Gallagher Fenwick, journaliste spécialiste des questions internationales. Ravi de vous retrouver dans Temps de l'Info. Bonjour Elisabeth. Bonjour Gallagher. Et puis Thierry Volton, spécialiste des questions internationales du monde communiste et post-communiste, auteur du Le retour des temps barbares, aux éditions Grasset. Mais donc un gouvernement, notre partenaire allemand, en difficulté, accusé de ne pas savoir protéger ses plans face à l'ingérence russe. Des conversations secrètes, on vous l'a dit, ont été révélées par le Kremlin, qui révèle aussi des ambiguïtés, d'ailleurs des contradictions même du gouvernement allemand qui refuse de livrer les Taurus. On va voir ça. En tout cas, Olaf Scholz samedi était furieux, il le disait. Ce qui est rapporté ici est une affaire très sérieuse et c'est pourquoi elle fait maintenant l'objet d'une enquête très minutieuse, très intensive et très rapide. Voilà, une enquête est en cours pour tenter de comprendre comment ces conversations secrètes entre plusieurs hauts officiers se sont retrouvées entre les mains des Russes, 2 ans après le début de la guerre. Jade Partouche, d'abord, on s'arrête donc avec vous sur cette question, j'allais dire, de forme, mais c'est pas seulement de la forme, c'est stratégique, n'est-ce pas? C'est pas à vous, les spécialistes de renseignement, que je dirais le contraire. Beaucoup d'impatience de vous entendre sur ce sujet. Jade, sur ce sujet, que s'est-il passé? Alors en fait, vous avez 38 minutes de conversation, d'une réunion entre des hauts gradés de l'armée allemande. Il y avait par exemple dans cette réunion le chef de l'armée de l'air allemande. 38 minutes donc de réunion qui ont été dévoilées vendredi par des espions russes sur la chaîne Russia Today après avoir circulé de longues heures sur les réseaux sociaux. 38 minutes d'une réunion qui date du 19 février dernier sur un sujet hautement sensible, à savoir la livraison des Taurus extraits. Je peux rapidement ajouter ceci à propos de la destruction du pont. Nous l'avons étudié de très près, et le pont, malheureusement, à cause de sa taille, ressemble à une piste d'atterrissage. Cela signifie que je pourrais avoir besoin de 10 ou 20 missiles. Il existe une possibilité selon laquelle le Taurus réussira à faire tomber le pont si vous visez les piliers. Je ne défends pas l'idée du pont, je veux juste savoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? À quelle vitesse pourrons-nous les entraîner? Nous aurons donc besoin de leur donner les données de planification de la mission centralisée sur des images. Alors il est ici question, vous l'avez compris, du pont de Kerch, ce pont qui unit la Russie à la Crimée et que les Ukrainiens pourraient être en mesure de détruire grâce aux Taurus allemands. On perçoit dans ce court extrait le niveau de détail qui a été abordé lors de cette réunion et vous n'avez écouté que 30 secondes. Je vous laisse imaginer l'intégralité de cette conversation. Comment une conversation aussi secrète a pu se retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est là tout le problème. La réunion s'est faite sur WebEx, qui est une plateforme de grand public de visioconférence, l'équivalent d'un Teams, pour ceux qui connaissent, donc déjà, le choix de cette plateforme, on la voit en image, pose problème. C'est en fait un réseau interne ultra sécurisé de l'armée de l'air allemande qui aurait dû être utilisé et pas cette plateforme. Mais en plus, le chiffrement n'a a priori pas été activé. Rien n'a été crypté selon les normes de communication confidentielle des forces armées, ce qui explique probablement l'intrusion, même si d'autres relais de la chaîne de communication sont à mettre en cause. Par exemple, vous avez l'un des participants à la réunion qui s'est connecté via son téléphone portable depuis une chambre d'hôtel à Singapour. Donc son téléphone a très bien pu être infecté par un logiciel espion, mais sans aller aussi loin, le réseau Wi-Fi de l'hôtel a également pu être intercepté. Dans tous les cas, se faire enregistrer de cette façon, c'est de l'amateurisme total, selon cet ancien officier français, sachant que ce n'est peut-être que la face émergée de l'iceberg. D'autres enregistrements pourraient faire surface. D'autres conversations ont très certainement été interceptées et risquent d'être révélées dans les prochains jours, selon ce député allemand. Mais en plus, ce n'est pas la première fois que l'Allemagne est visée par de l'espionnage russe. Fin 2022, un agent du BND, qui sont les services de renseignement allemands, a été arrêté parce qu'il est soupçonné de travailler avec le FSB, d'avoir partagé des documents hautement secrets à 2 reprises avec la Russie. Et la même année, le chef de l'agence allemande de cybersécurité a été limogé, lui aussi soupçonné d'être un petit peu trop proche de Moscou. Dès le début de la guerre, l'Allemagne avait prévenu, la Russie va opter pour des tentatives très offensives d'espionnage, et bien l'avenir l'approuve. Merci Jade. Vous restez avec nous parce qu'il y a évidemment tout le fond aussi que révèlent ces conversations. Mais d'abord, cette incroyable légèreté
de la Bundeswehr. Est-ce que vous êtes surpris, général, vous le spécialiste du renseignement? Quand on utilise Webex, Zoom ou Teams, c'est une mine d'or pour les services de renseignement. C'est-à-dire qu'un service de renseignement est là pour tenter de décrypter et savoir quelles sont les intentions d'un adversaire possible. Donc pour les Russes, effectivement, ils doivent tout faire pour écouter les pays européens, au-delà de l'Ukraine, les pays européens et les États-Unis. Donc de fait, pour savoir quelles sont les intentions, ce qu'on compte éventuellement livrer comme armement. Et le fait de le révéler, de mon point de vue, est assez intéressant. C'est que ça monte, ça cherche. Ça, c'est la révélation, mais d'abord, pardon, vous, le spécialiste du renseignement, vous avez déjà dû avoir des conversations confidentielles, ultra confidentielles avec des homologues. Est-ce que vous allez sur Teams pour partager vos diagnostics, vos pronostics? Non. Ça paraît, encore une fois... Normalement, on parle toujours par des réseaux sécurisés. En fait, dans l'armée française, il existe des réseaux sécurisés sur lesquels on parle, effectivement. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a, en termes de nomadisation, c'est-à-dire qu'effectivement, faire du télétravail avec des outils nomades, c'est beaucoup plus compliqué avec des réseaux sécurisés. À tel point, c'est que les ordres étaient, lorsque j'étais encore en fonction, de bien se servir de ces réseaux sécurisés. C'est-à-dire qu'on échange sur les réseaux ouverts. On peut échanger l'information ouverte, mais dès lors qu'elle est confidentielle défense ou plus encore secret défense, il est bien évident qu'on va utiliser des réseaux particuliers. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'ils étaient quatre dont un qui était dans un hôtel, donc de fait, ils ne devaient pas avoir les systèmes, mais ils en ont quand même profité pour en parler. Oui, ça fait preuve d'une certaine légèreté, d'une vraie légèreté, mais ça prouve également les capacités russes d'espionnage, et ça montre leur capacité, effectivement, à chercher à savoir ce que veulent faire les alliés européens. Ça prouve leur capacité, en tout cas, à être aux aguets de tout, mais à partir du moment où c'est sur Teams, ou l'équivalent, je dis que c'est pas très compliqué techniquement. Ah oui, c'est pas très compliqué. Ça ne prouve pas une sophistication extraordinaire de l'espionnage russe. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'également, vous avez sur tous les réseaux un nombre de data ou de données gigantesques. Et donc, en fait, encore faut-il savoir aller intercepter ce qui est intéressant à intercepter. Donc, il y a tout un travail derrière d'algorithmes pour effectivement intercepter les bonnes conversations qui peuvent être utiles au renseignement. Alors justement, est-ce que le fait qu'ils étaient allemands fait en sorte que les Russes soient plus attentifs? Parce qu'ils savent, est-ce que pour eux, les Allemands sont particulièrement vulnérables par rapport à eux? Est-ce que l'Allemagne est, de ce point de vue-là, dans un petit état de faiblesse pour des raisons historiques? Excusez-moi. Oui. Non, mais c'est là où on peut en venir. De mon point de vue, les Russes cherchent à écouter tout le monde. Ils cherchent à intercepter tout le monde. Maintenant, ils mettent en exergue effectivement l'Allemagne, parce que justement, il y a un relent pacifiste en Allemagne, et qu'à travers la diffusion de cette interception, il y a deux choses. C'est chercher à diviser les Européens, et deux, c'est empêcher que les Allemands puissent éventuellement donner les taurus. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant ça en exergue, au sein de l'Allemagne, et parmi les Allemands, ils vont dire, mais il n'est pas question qu'on donne des missiles taurus, etc., etc. Donc en fait, il y a deux aspects derrière ça. Et puis le troisième aspect, c'est montrer les capacités russes d'interception. Parce que, comme nous disait Jade, il y a des Allemands qui craignent qu'il y en ait d'autres. Bien sûr. En fait, des conversations, ils en aient plein en stock, et que ce soit le supplice chinois. C'est-à-dire que dans une semaine, 15 jours ou autre, ils aient encore un moyen de pression. D'ailleurs, on apprend à l'instant, et on en parlera tout à l'heure, mais que la Russie convoque l'ambassadeur d'Allemagne. Mais ça, on va venir sur le fond. Mais d'abord, sur la forme, pardon. Gallagher, Thierry, Gallagher. Mais c'est effectivement très, très inquiétant, parce que ça semblerait indiquer qu'il y a un vrai souci d'hygiène numérique du côté du pays, qui est quand même, en termes de valeur absolue, le deuxième fournisseur d'armement à l'Ukraine. Donc, c'est pas un acteur mineur. Et si les systèmes de communication sont une passoire pour le renseignement russe, vous imaginez bien le plaisir et l'utilité qu'ils prennent à s'y infiltrer. Donc c'est un moment qui est humiliant pour l'Allemagne, qui encore une fois est un acteur majeur. Et les premières indications semblent montrer qu'il ne s'agit pas là de quelque chose d'exceptionnel, mais plutôt de systémique. Et le mot-clé dans la présentation de Jade à l'instant, dans l'une des citations, c'est l'amateurisme, qui paraît extraordinaire, puisque c'est quand même le b.a.-ba. Gerhardt, c'est le patron de la Luftwaffe. C'est-à-dire que c'est pas des sous-officiers, c'est quand même... là, on est dans le premier cercle, le cercle décisionnaire. Ensuite, on va y venir. Il y a effectivement le fond de la conversation, et il y a plusieurs tranches
de matières qui sont très intéressantes et avec une très haute valeur ajoutée, mais sur la forme, moi franchement j'ai été choqué parce que ce genre de conversation ait lieu sur WebEx, même si c'est exceptionnel, c'est inexcusable. Et moi je modifierais juste une seule chose dans la présentation de Jade, je suis tenté de dire aux responsables de l'armée, parce qu'on imagine bien qu'ils vont quand même procéder à un sérieux chamboulement après cette affaire d'État. Oui, parce que Jade, vous nous parliez d'une arrestation fin 2022 d'un homme soupçonné de travailler pour l'UFSB, issu des renseignements allemands. Il y en a un officier supérieur aussi, encore plus récemment, qui est accusé, c'est pas encore complètement prouvé, effectivement, aussi de connivence avec l'espionnage russe. Ça commence à être lourd. On n'a pas ça, nous. On n'a pas ce genre. Vous ne savez rien, oui, peut-être pas ça, peut-être pas. Alors peut-être qu'on ne le sait pas, Thierry Volton. Oui. Mais là, incontestablement, vous avez parlé tout à l'heure du poids historique. C'est clair que, excusez-moi, ce pays a été divisé, il ne faut pas l'oublier, pendant près de 50 ans, que l'Allemagne a été occupée, l'Allemagne de l'Est a été occupée pendant toute cette période-là, donc il y a forcément de la porosité qui reste de cette histoire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que s'attaquer à l'Allemagne, c'est évidemment, comme le disait Gallagher, c'est important parce qu'évidemment c'est un bon fournisseur, un grand fournisseur d'armement à l'Ukraine, mais aussi c'est un pays excessivement fragilisé politiquement, puisque nous sommes dans une coalition qui est brinque-ballante, si je puis dire. Et donc si ce coup-là peut permettre de déstabiliser le gouvernement allemand, c'est toujours de la paralyser à un moment donné qui va se faire au niveau de la défense européenne. Troisième chose, et je voudrais revenir à ce que disait le général, ce qui a beaucoup changé les choses, et on ne s'en rend pas compte à quel point, parce que nous l'utilisons beaucoup, ce sont les algorithmes. Vous disiez capter les choses, mais ça devient excessivement facile dans une certaine mesure. Vous donnez à l'algorithme une cible et l'algorithme va vous la trouver, et très vite, beaucoup plus vite que n'importe quel homme et matériel. Donc ça, évidemment, ça change beaucoup les choses dans le ciblage et dans évidemment le recueillement d'informations en ce qui concerne les réseaux sociaux et tout ça, quoi, et tous ces réseaux de communication. C'est un énorme scandale en Allemagne. Ah oui, ça peut. Parce qu'il y a cette fragilité qui est évidemment mise en lumière. Et puis, pour ce que révèlent les informations, on va y arriver. Nous sommes avec Jacob Ross, chargé de recherche sur les relations franco-allemandes, expert à l'Institut allemand de politique étrangère. Merci d'être avec nous, Jacob Ross. Vous connaissez très bien l'Allemagne. D'abord, effectivement, c'est un scandale qui secoue l'Allemagne à un moment compliqué. Oui, tout à fait. Alors, il faut attendre les résultats d'un rapport qui est en train d'être rédigé par la contre-espionnage allemande sur les conséquences, les implications éventuellement pour le personnel impliqué. Il semblerait que dans une première réaction, le ministre de la Défense s'est mis devant ces hommes en quelque sorte, a exclu des conséquences personnelles pour ces généraux qui figuraient dans ce call WebEx. Mais comme vous l'avez dit dans votre discussion sur le plateau, cette affaire menace le chancelier, menace le ministre de Défense dans une situation où le chancelier est déjà très fragilisé par rapport à ses positions sur l'Ukraine. Ça fait des semaines qu'il est très critiqué dans le débat allemand et également par ses partenaires internationaux. Est-ce que d'ailleurs, restez avec nous, Jacob Ross, on a besoin de vous pour explorer toutes les dimensions de cette affaire. Les généraux qui ont participé à cette discussion, ils vont être limogés ? Moi, je penserais que, oui après l'enquête dont a parlé Jacob Ross, par le contre-espionnage allemand, il est bien évident qu'on va chercher effectivement comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. C'est un véritable scandale, mais on aurait la même problématique en France si jamais ça arrivait en France. C'est-à-dire que, de fait, je pense qu'ils vont être mis en accusation. Alors, est-ce qu'il y aura un espèce de jugement devant un tribunal militaire ou que sais-je ? Mais en tout cas, oui, il est certain qu'ils vont être poussés sur le côté. Vous pensez aussi ? Oui, moi c'est pour ça que j'ai dit que la seule nuance que j'apporterai à la présentation de Jade, c'est que je parlerai d'ex-responsables, parce que j'imagine pas une seconde que par exemple le patron de la Luftwaffe, Gerhardt, accepte, même si on va expliquer c'est un assistant qui a booké ça, et lui il est pas en train de savoir est-ce que c'est sur machin crypté ou quoi, lui on lui présente, on l'installe et voilà. Mais voilà. Et il en va de sa responsabilité. Au bout d'un moment, ben oui, il est patron pour quelque chose. L'autre chose, moi, qui me frappe, si vous voulez, dans cette discussion qu'on est en train d'avoir, combien d'appels russes interceptés a-t-on commenté en intégrant l'idée qu'il y avait un immense amateurisme du côté russe, et donc on voyait ce qu'ils se disaient entre soldats, responsables, etc. Là, c'est l'autre côté du miroir.
à savoir d'une autre. Et on découvre, si vous voulez, que les Allemands, finalement, commettent les mêmes erreurs que les Russes. Et donc il y a ça aussi qui est très inquiétant. Est-ce qu'ils sous-estiment la menace russe? Est-ce qu'ils ne sont pas outillés? Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'ils sont mités complètement par l'espionnage? C'est quoi le truc? C'est plus que ça, c'est-à-dire que la vraie difficulté, je vais vous la dire, c'est que on a du mal parfois à mettre en place des systèmes sécurisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, ils ne sont pas suffisamment ergonomiques, au sens où il est parfois compliqué de les mettre en œuvre. Enfin, compliqué, c'est-à-dire vous n'avez pas l'appel directement, vous devez attendre, c'est chronophage directement, vous devez attendre 30 secondes et puis ensuite appuyer sur une touche, etc., etc. Donc en fait, finalement, c'est pas très facile d'emploi, même si, effectivement, il faut s'obliger à le faire. Mais on sait très bien que nos dirigeants utilisent ces téléphones-là alors qu'ils sont parfaitement interceptables. On se souvient d'affaires avec l'ambassade des États-Unis à Paris, sur lequel il y a des antennes qui cherchaient à intercepter ce qui se disait à l'Élysée. Il n'y a rien, il n'y a pas de... comment dirais-je, de protection maximum. Il n'y a pas de risque zéro. Quand vous utilisez votre smartphone... Même quand vous n'êtes pas sur Teams, mais sur une plateforme sécurisée. Normalement, si, sur une plateforme sécurisée, bien sûr. Voilà. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont plus tendance à utiliser des moyens traditionnels, normaux qu'on trouve dans le commerce, par facilité. Enfin, quand on est dans l'enseignement, quand on est entre généraux et qu'on débat de la pertinence ou pas des choix de son Premier ministre sur la guerre en Ukraine. Non mais pardon, peut-être que je vais trop vite en besogne, mais... Non, mais vous avez raison. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle, oui, je suis d'accord avec Thierry Volton. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Bon, ben écoutez, voilà, où en sont les Allemands. La question c'est... Ce qu'indiquait Jacob Rose qu'on avait, c'est que ça menace carrément la coalition et le chancelier Olaf Scholz. Donc là, on est en train de remonter encore plus haut que l'échelon simplement militaire. Hein. Oui, alors on verra si le ministre de la Défense ou pas, lui, doit rendre des comptes. En tout cas, hier, vous allez l'écouter, Monsieur Pistorius, il dénonçait évidemment l'utilisation qu'allaient en faire les Russes. Il s'agit clairement de saper notre unité, comme je l'ai dit. Il s'agit de diviser notre politique intérieure. Et j'espère vraiment que Poutine n'y parviendra pas. Que nous resterons unis dans tout différend qui pourrait surgir sur la question du Taurus, dans toutes les questions qui doivent être clarifiées à l'occasion de cet appel téléphonique. En fin de compte, il est essentiel que nous restions unis et que nous ne permettions pas à Poutine de nous séparer. C'est exactement ce qu'il veut. Voilà donc la déploration du ministre allemand de la Défense. Jade, sur le fond, alors il y a beaucoup d'éléments, 38 minutes, hein, c'est assez long. Il y a évidemment comme conséquence politique la révélation de ce que les généraux s'interrogent sur le point de savoir comment on peut convaincre notre Premier ministre de livrer les Taurus qui sont pour l'instant bloqués en Allemagne. En fait, ce qui pose problème, c'est que c'est l'un des arguments phares qu'Olaf Scholz utilise depuis le début sur la livraison des Taurus qui est discrédité dans cette conversation. Olaf Scholz, depuis qu'il est question de livrer potentiellement des Taurus en Ukraine, dit une chose: si l'Allemagne refuse de livrer ces Taurus, c'est parce que les soldats allemands, il n'y a que les soldats allemands qui peuvent les utiliser. Sauf que cette réunion dément ouvertement cet argument. Avec un entraînement technique adéquat, les Ukrainiens pourraient tirer eux-mêmes. Une formation de 2 semaines à 4 mois, selon les officiers qui participaient à la réunion, suffirait aux Ukrainiens pour leur permettre justement d'utiliser ces Taurus. Il n'y a aucune véritable raison de dire que nous ne pouvons pas faire cela. Cela ne dépend que des lignes rouges politiques. C'est ce que dit le chef de l'armée de l'air dans cette réunion. Des révélations donc forcément qui mettent à mal le gouvernement allemand, qui est accusé de ne pas savoir protéger des informations confidentielles. Il y a une seconde chose qui est révélée, qui est intéressante, la présence des troupes occidentales au sol. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis maintiennent, disent-ils, des troupes en Ukraine pour aider les forces locales à opérer leur système d'armes occidentales sophistiquées. Ce ne sont pas des soldats qui interviennent à proprement parler sur le terrain, ce sont des unités sur place pour aider à l'utilisation de ces équipements, pour aider à l'entretien de ces équipements, pour donner également des informations de terrain, le maintien d'une présence qui avait été jusqu'à présent niée par les Occidentaux. C'est un fusil à 2 coups qui atteint effectivement le gouvernement allemand, hein, ce que révèlent ces conversations. Jacob Ross, c'est très embarrassant sur le fond, tout ce qui est dit autour des Taurus. Non, ce n'est pas embarrassant, pas le contenu de la conversation, c'est des informations qui sont discutées dans le public depuis des semaines et pas uniquement en Allemagne, mais bien dans d'autres pays. Mais c'est vraiment la forme, le fait qu'un élément russe a pu s'ingérer dans ce call, le fait qu'effectivement, comme vous le dites à l'instant, le chancelier est contredit. Le fait que Olaf Scholz défend la non-livraison de ces systèmes Taurus avec le fait qu'il ne veut pas des soldats allemands
sur le sol ukrainien, impliqués dans des éventuelles frappes sur le territoire russe. Et le fait que ces généraux en clarifient encore une fois, ce qui a circulé beaucoup dans le débat allemand déjà, que c'était possible de former du personnel ukrainien, que par exemple d'autres pays qui ont acheté des Taurus dans le passé, comme la Corée du Sud par exemple, sont tout à fait capables de programmer ces systèmes sans avoir besoin d'avoir recours à des soldats allemands. Et donc c'est ça qui est embarrassant pour le chancelier aujourd'hui. Et donc oui, c'est quand même beaucoup d'embarras, vous le confirmez, Jacob Ross. Les missiles Taurus, on va redécouvrir de quoi ils sont le nom, comme on dit. Les missiles Taurus, leur fiche d'identité, on va la regarder, parce que c'est un débat qui dure maintenant entre l'Allemagne, l'Europe et l'Ukraine. Le plus important peut-être, c'est évidemment la distance de tir, ou plutôt ce qu'ils peuvent atteindre, plus de 500 km. Et on dit beaucoup, les officiers en parlent, que c'est l'arme fatale, peut-être pour le pont de Kerch, si on le mettait entre les mains des Ukrainiens. Je pense que la caractéristique la plus importante, qui n'est pas nécessairement sur cette fiche, et peut-être que le général Gomard pourra le confirmer, et c'est évoqué dans le call, c'est la double charge avec une première charge creuse, et ensuite la manière dont le missile va chercher la cible désignée. C'est-à-dire c'est quoi la creuse? Alors c'est une première charge qui va percer, en fait, c'est ce que les généraux expliquent, donc le tablier. Et l'objectif, c'est d'aller taper les piles du pont. Excusez-moi, ce qu'on a vu en illustration là tout à l'heure, c'est exactement ça, oui. Il rentre dans le... Voilà. Et ensuite, il explose. Donc il y a deux explosions, pardon. Et donc le missile, à l'impact de ce qui est recherché, va exploser. D'abord, il s'introduit et ensuite il explose. Oui, voilà. Oui. Alors qu'il n'explose pas en atteignant l'objectif. Et ça, c'est la différence avec le Scalp / Storm Shadow, qui en fait un missile plus intéressant, plus puissant. Mais après, moi, j'ai une vraie question sur le temps de formation de ces Ukrainiens. Parce que ce que j'ai compris, c'est que là où les Allemands interviendraient, si ce missile venait à être utilisé en Ukraine, ce serait sur le ciblage, le guidage du missile. Donc le fait de rentrer, les coordonnées, la trajectoire, etc. Et ça, je ne sais pas du tout combien de temps il faudrait pour former des Ukrainiens là-dessus, ce qui voudrait dire de repousser l'échéance avant que le missile puisse effectivement formation être opérationnel. 15 jours à 4 mois. 2 semaines à 4 mois, c'est ce que vous disiez. Jade, ça suffirait. Et donc, ce que révèle la conversation, c'est que quand Scholz, le chancelier, dit non, on ne va pas donner de Taurus parce qu'il faudrait des officiers allemands sur place, les officiers allemands le contredisent. Oui, c'est ce que dit le général, l'un des participants à cette réunion, en fait, dit effectivement, je ne comprends pas pourquoi le chancelier dit qu'on ne peut pas en donner. Je crois qu'il le dit. Et donc, effectivement, il contredit totalement ce que dit Olaf Scholz. Et c'est ça, c'est une des problématiques. Donc, Olaf Scholz n'assume pas le fait qu'il ne veut pas donner de Taurus parce qu'il ne veut pas les donner aux Ukrainiens, point barre. Alors qu'il invoque des questions techniques. C'est bien ça, Jacob Ross. Et ça, évidemment, pour le chancelier, être mis devant cette mauvaise foi, effectivement, c'est politiquement sensible. Oui, tout à fait, parce qu'il est déjà fragilisé sur cette question au sein de sa propre coalition. Bien sûr, l'opposition s'attaque à lui de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par les conservateurs, mais également au sein de sa coalition, la présidente de la commission des affaires européennes, le président, le critique depuis des semaines, Toni Hofreiter, un vert. La présidente de la commission des forces armées, une libérale, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, s'attaque violemment au chancelier. Donc oui, c'est un grand problème. Et cela amplifie la spéculation sur les raisons de ce nom structurel du chancelier. Est-ce parce que l'Allemagne ne dispose pas de sa propre dissuasion nucléaire, à la différence de la France ou de la Grande-Bretagne? Est-ce qu'il y a eu des menaces russes directes qui ont été communiquées au chancelier? Tout ça n'est pas clair et la discussion continue et s'amplifie et devient un problème pour un chancelier qui, tout ça fait partie du débat allemand en ce moment, essaye de se positionner comme le chancelier de la paix qui empêcherait une plus grande guerre, qui serait le chancelier d'un parti, la SPD, le social-démocrate allemand, qui traditionnellement s'était toujours positionné dans cette tradition de la paix. Et donc il y a aussi une question et une discussion qui commence en Allemagne sur la question si la SPD
et le chancelier utilisent ces questions qui sont cruciales pour les Ukrainiens pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons d'échéance électorale. Alors voilà, ça c'est effectivement le débat intérieur. Il y a aussi la question de savoir ce que vont retirer les Russes de ces révélations. Et là, Madame Zimmermann, dont vous parliez à l'instant, Jacob Ross, qui est experte défense du Parti libéral FDP, donc membre de la coalition, explique que l'intention de Moscou, évidemment, est d'intimider Scholz pour qu'il ne revienne pas sur son refus de livraison des Taurus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour moi, il y a une autre intention, c'est la division des Occidentaux. Et pourquoi intimider? C'est-à-dire que, de fait, Olaf Scholz va devoir annoncer publiquement le fait de donner des Taurus. Et en fait, le fait de révéler ça l'empêche de donner. Enfin, attendez, reprenez le moins plus, moins égale plus. Oui. Et pourquoi est-ce que ça l'encouragerait à ne pas livrer les Taurus? On pourrait se dire, non, ça va pousser l'Allemagne à livrer les Taurus, puisque est mis au clair le fait qu'il est de mauvaise foi. Et je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain que les Allemands aient envie que l'Allemagne donne des Taurus à l'Ukraine. Il y a quand même un fond de pacifisme en Allemagne qui existe toujours, et je me demande si Olaf Scholz lui-même n'est pas issu de cette tendance-là. Oui, donc ça réveille l'opinion pacifiste allemande. Absolument. Qui va se dire, il faut vraiment qu'on pousse pour qu'ils ne livrent pas les Taurus. Oui. Et c'est pour ça que les Russes font ces révélations. Écoutez, Scholz, il y a quelques jours en Saxe, parce qu'il y a des élections régionales qui doivent avoir lieu dans les prochains jours, a dit envoyons des diplomates plutôt que des grenades à Moscou. Ça veut bien dire son état d'esprit. Or, si, comme on l'a dit Gallagher, les Allemands restent maîtres du ciblage des fameux Taurus, évidemment, parce que ce que craint évidemment Scholz, c'est que ces Taurus soient employés contre la Russie. Bon, mais s'ils sont maîtres du ciblage, ils peuvent très bien ne pas les employer sur la Russie et sur l'Ukraine, sur la Crimée. Ça, c'est votre plaidoyer. Mais c'est un coup dur quand même, éventuellement, pour l'Ukraine, en réalité. Les Russes vont peut-être atteindre leur but. Oui. C'est ça. C'est une mauvaise nouvelle de plus. Dites-vous qu'il y a quand même un acteur derrière tout cela, c'est le renseignement russe qui prélève cela et qui choisit d'abattre cette carte. Parce que si le renseignement russe est effectivement infiltré et qu'il écoute depuis, je ne sais pas, 6 mois ou 2 ans l'Allemagne, c'est la première fois qu'il donne cela. Parce que comment est-ce qu'on connaît cette histoire? C'est Margarita Simonian qui publie cela, je l'ai très bien expliqué, 38 minutes, en expliquant « ça m'a été remis par des officiers russes ». Donc il y a une décision politique au plus haut niveau de dire « on tape ». On abat cette carte maintenant, parce que vous imaginez bien que Webex, à mon avis, ça va quand même être banni chez les Allemands. C'est la plateforme pendant un moment. Donc ils vont perdre cette carte, ils vont perdre ces accès. Donc c'est en ce moment que Vladimir Poutine choisit de pousser son avantage de cette manière-là, comme l'a dit Thierry, afin de contribuer à la division, saper l'Allemagne, ce qui est une mauvaise nouvelle de plus au moment où on voit tout un tas de foyers de division et où la situation, et je suis sûr qu'on va en parler également sur le terrain, n'est franchement pas évidente. Évidemment, on va en parler sur le terrain.